Bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Shiny, je vous souhaite la bienvenue dans Avez-vous déjà joué? J'espère que vous allez bien et que votre boss se roule. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Nous allons passer ensemble en review un jeu qui m'a particulièrement plu et marqué lors de cette année 2021, Xenoblade Chronicles 2. Oui, je sais, le jeu date de 2017, nous sommes en 2021, j'y ai joué 4 ans en retard, je n'y peux rien, c'est ma vidéo et j'en fais ce que je veux. Avec cette vidéo, j'ai eu envie de m'essayer à ce type de format dans un premier temps pour voir de quoi j'étais capable en matière d'écriture et de présentation d'un sujet. Et dans un deuxième temps pour, évidemment, voir si cela vous plaît car c'est le type de contenu vers lequel j'aimerais m'orienter à l'avenir sur la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler que certaines images peuvent contenir de légers spoils, mais vous pouvez me faire confiance pour visionner cette vidéo tranquille, aucun spoil majeur ne sera présent, et étant donné que cette vidéo a pour but d'éventuellement vous donner envie d'y jouer, je me tâche de respecter votre découverte. Xenoblade Chronicles, deuxième du nom, sorti le 1er décembre 2017 sur Nintendo Switch et développé par Monolith Soft, vient se ranger à la place du cadet dans la famille des Xenoseries née en 1998. Cependant, pas de panique, vous pouvez y jouer et l'apprécier pleinement même si vous n'avez jamais joué au jeu précédent de la série. C'est en incarnant Rex, un jeune garçon téméraire et avant-gardiste dans sa façon d'interagir avec son monde, que vous vous réveillerez sur Alrest. Alrest, monde bercé par la mer des nuages, mer sur laquelle dérivent à l'infini des titans qui orbitent autour de l'arbre-monde. Ces titans abritent chacun en leur sein leurs propres écosystèmes bien distincts, leurs propres habitants, leur propre faune, leur propre climat et leurs propres histoires. Cependant, ce monde semble perdu, les titans s'approchent lentement de leur mort et donc fatale et inévitablement de celle des habitants d'Alrest. C'est au cours d'une expédition mystérieuse et tenue secrète dans laquelle Rex se fera embarquer en échange d'une somme considérable, vous savez, pour mettre la mama à l'abri, qu'il fera la connaissance d'une partie de ses futurs compagnons. Lors de cette dite expédition, Rex par accident entrera en résonance avec le Crystal Cœur de Pyra, ce qui aura pour conséquence de lier nos deux protagonistes par le lien qui unit pilote et lame. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un pilote et qu'est-ce qu'une lame? Dans Alrest, les pilotes, créatures vivantes telles que les humains ou les nopons, peuvent, si leur prédisposition naturelle le leur permettent, raisonner avec des cristaux-cœurs dans le but de libérer la lame qui y sommeille. Les lames sont donc des formes de vie armées. En effet, elles vivent, sont douées d'état d'âme, de libre arbitre et même de sentiments. Les lames décuplent les pouvoirs de leurs pilotes grâce à l'éther qui se trouve dans l'air ambiant et donnent accès à ces derniers à des arts, basiquement les compétences du pilote. Chaque lame est différente et apporte son lot d'utilité. Les lames au service du gameplay en combat sont divisées en 3 rôles, attaquant, soigneur et tank, et peuvent également maîtriser un des 8 éléments suivants: le feu, l'eau, la terre, l'électricité, le vent, la glace et même l'ombre et la lumière. Au cours de votre aventure, vous disposerez d'une équipe de 3 pilotes pouvant chacun équiper 3 lames, ce qui vous offre un très large panel de possibilités de gameplay, tactiques et de stratégies différentes. L'acquisition des lames au cours de l'aventure se fait à la manière d'un gacha. Par exemple, vous battez un boss et obtenez un Crystal Cœur, vous aurez donc en raisonnant avec ce dernier une faible probabilité d'obtenir une lame rare et unique, ou à contrario une lame tout à fait commune. Ce système d'acquisition des lames trouve son point fort dans le fait que d'un jour à l'autre, les parties ont très peu de chances de se ressembler car vous ne disposerez pas des mêmes armes qu'un autre joueur qui serait au même stade de progression que le vôtre. Bien que l'histoire et votre parcours restent assez guidés et orientés par le jeu, vous n'interagirez pas avec le monde qui vous entoure de la même façon que cet autre joueur ayant la même progression, car en plus d'avoir leurs particularités en combat, les lames apportent leur singularité sur le terrain également, et certaines peuvent mener à des chemins de travers. Très tôt dans l'intrigue, Pyra demandera à Rex un service, ce dernier sera de l'accompagner au sommet de l'Arbre-Monde, l'Elysium, y rencontrer l'architecte, créateur responsable de la vie en Alrest, à la recherche d'un avenir et ainsi tenter de sauver le monde du triste destin qui l'attend.
C'est avec cet objectif bien en vue, sauver le monde d'une extinction imminente, que vous explorerez les divers mondes ouverts que proposent les Titans avec leurs paysages à couper le souffle, leurs bestiaires propres et originaux, et leur série de quêtes tout aussi secondaires que secondaires. Le système de combat, quant à lui, est unique en son genre, bien qu'il puisse paraître rebutant à prime abord avec la tonne de données à laquelle nous faisons face au début, d'une part à cause des nombreux tutoriaux et d'une autre à cause de l'ATH qui semble comporter bien trop d'informations à l'écran. Mais en réalité, il se cache derrière cette apparence une manière de combattre qui s'assimile bien et devient assez vite un jeu d'enfant pour qui a pris la peine de la comprendre attentivement. Les combats sont en temps réel, sont dynamiques et rythmés par les différents combos d'arts et d'éléments que vous allez pouvoir infliger à vos ennemis grâce à la diversité de l'équipe que vous aurez choisi de composer. Au niveau de la direction artistique, le jeu me plaît, les paysages que vous rencontrerez vous laisseront sans voix. Il m'est même déjà arrivé de rester figé à admirer tel ou tel paysage pendant de longues minutes, un peu comme si je m'y trouvais dans la vraie vie. Les personnages, je les adore. Leur design est attachant, leur personnalité singulière, les liens qui les unissent au fur et à mesure de l'épopée donnent encore une autre dimension à l'immersion du joueur dans sa quête. Et cela va sans dire, cette quête est épique, pleine de rencontres, de rebondissements, d'alliances, de trahisons, de sentiments et de longues histoires d'ego du passé. Autre point du jeu que je trouve qu'il est ici pertinent d'aborder dans une review de Xenoblade Chronicles 2, ce sont les waifus, je m'explique. Vis-à-vis de Xenoblade Chronicles 2, vous entendrez ou lirez souvent par-ci et là sur internet que le jeu a fait preuve d'un fanservice honteux, qui traite l'ensemble de ses personnages féminins de versions animées de poupées sexuelles. En bref, l'œuvre de Kojima est accusée de manquer de respect aux femmes et à sa communauté de joueurs. Alors oui, certes l'œuvre a été censurée entre guillemets avant de sortir en Occident, une censure légère que l'on pourrait d'ailleurs qualifier d'adaptation culturelle tant elle est modérée. Censure qui va surtout se retrouver dans la modification de certaines lignes de dialogue. Certaines faisant référence à la sexualité ont été tournées différemment par peur de choquer un public occidental, qui dans les faits aborde la sexualité d'un œil bien différent de celui d'un public japonais. Oui, Tora reste un gros pervers, mais il en a le droit. Oui, les formes du corps de Pyra sont disproportionnées par rapport à celles d'une femme dite normale, pour ne citer que Pyra, et ce n'est même pas la mieux fournie de la licence. Mais nous sommes et nous restons dans le domaine de la fiction, et la fiction jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas la réalité. Monsieur Kojima fait ce qu'il veut dans sa propre œuvre de fiction, on a le droit de ne pas être d'accord avec et d'y trouver une part d'immoralité, mais encore une fois, ne mélangeons pas fiction et réalité car leur frontière est bien réelle. Mais nous ne rentrerons pas dans davantage de détails sur le sujet dans cette vidéo car le débat en mériterait une à lui seul. Laissez-moi savoir dans les commentaires si mon avis complet à ce sujet vous intéresse et si c'est le cas, je vous en ferai peut-être une vidéo. Je vous rappelle aussi toutefois que l'espace commentaire vous est dédié et qu'il vous est libre de partager votre avis sur la question, toujours dans le respect d'autrui, bien entendu. En bref, Xenoblade Chronicles 2 est un JRPG qui se joue solo, que je vous recommande chaleureusement d'acquérir et de terminer. L'expérience en vaut le détour, croyez-moi. En plus, la durée de vie est très agréable, environ une cinquantaine d'heures pour terminer une première fois le scénario. Même en ayant fini le jeu, il y a tout un tas d'objectifs annexes à compléter, tels que réunir la cinquantaine de lames rares que propose le jeu, battre la totalité des monstres épiques présents aux quatre coins du monde, et même une New Game Plus, riche en contenu et en fanservice, mais cette fois-ci, en partie pour les joueurs des précédents jeux de la série. Je n'ai volontairement pas parlé de Torna de Golden Country dans cette vidéo, car au jour où j'écris celle-ci, je ne l'ai pas terminée et que je me le garde pour une autre potentielle vidéo dans l'avenir. Pour rappel, il s'agit du DLC qui vient servir de préquel à l'histoire de Xenoblade Chronicles 2. Encore une fois, je vous rappelle que cette vidéo est un essai, un test, un cobaye, et c'est la raison pour laquelle vos retours sont très importants pour moi, et je compte sur vous pour m'en donner un maximum, positif comme négatif, je note tout. Évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à la partager à vos proches. C'était Shiny, merci de m'avoir écouté, et en attendant la prochaine, portez-vous bien. Bye.